tous! Exceptionnellement, pour fêter la nouvelle année, je vous invite en voyage, une aventure aux confins d'une contrée fantastique, le pays de l'imaginaire par excellence, celui des studios Ghibli. Créé en 1995, le studio a accouché de 22 longs métrages dont la plupart sont à attribuer à deux hommes, deux véritables génies de l'animation, Isao Takahata et Hayao Miyazaki. Au premier, on doit ce chef-d'œuvre, au second, tout cela. Parce que le monde est injuste, Takahata est beaucoup moins connu que son illustre collègue Miyazaki, et pourtant il a accouché de véritables chefs-d'œuvre. Et pour réparer cette injustice, et puis aussi parce que c'est mon émission et que je fais ce que je veux, on va commencer par parler de lui. La première œuvre d'Isao Takahata au sein du studio Ghibli, c'est aussi son œuvre la plus grave, Le Tombeau des Lucioles. C'est une œuvre absolument fabuleuse, poétique, poignante et franchement traumatisante. J'ai été inconsolable pendant 3 jours. L'histoire, je vous la fais de mémoire. 1945, deux enfants perdent leur mère dans l'explosion de la bombe incendiaire de Kobe. Livrés à eux-mêmes, ils vont se réfugier en pleine nature, le frère et la sœur vont veiller l'un sur l'autre, alors que leurs blessures les affaiblissent de jour en jour. Paye ton ambiance. Et pourtant, malgré cette histoire qui est quand même assez atroce, le film est rempli de moments de grâce. Littéralement, des moments de grâce. Si vous n'avez pas encore vu ce film, arrêtez tout de suite la vidéo, achetez le DVD, téléchargez-le, piquez-le à votre grande sœur, je m'en fous, mais regardez-le. Il est absolument fabuleux. Cette gravité dans le scénario, elle est présente dans toutes les œuvres du cinéaste, même celles qui paraissent les plus légères. Pompoko, c'est l'une des œuvres les plus sympathiques du réalisateur, c'est l'histoire de toute une flopée de tanuki qui décident de défendre leur montagne contre les êtres humains qui viennent construire tout simplement sur leur territoire. 火の玉のおろくばばあに促され、タヌキたちは下界を見下ろして唖然とした。見事に山が消え失せ、削られて土肌むき出しの平らな丘が目の前に寒々と広がっていた。Pour pouvoir se défendre, les tanuki ont plusieurs capacités à leur disposition, parce qu'évidemment on est au Japon et ce sont des êtres magiques. Donc leur première capacité, c'est finalement de pouvoir se métamorphoser comme ils le souhaitent. Leur deuxième pouvoir, en quelque sorte, est par contre beaucoup plus bizarre. 今諸君の座っとるその子毛線は金玉じゃ。ちょうど8畳ある。それが証拠に勝つ。Alors cette idée saugrenue n'est pas sortie comme ça de son esprit dérangé. Les tanuki en réalité ressemblent à ça, mais dans la mythologie japonaise, ils ressemblent plutôt à ça. Et des créatures mythologiques japonaises, il y en a plein dans ce film. On a des renards magiques, on a toutes les figures du panthéon mythologique, on a des monstres qui se baladent en cohorte dans les rues, et de nombreuses références aux légendes horrifiques qui font tout le piment du Japon. Ici on ne prend pas de gants, les critiques sont très dures vis-à-vis des hommes et de leurs ambitions, on rit énormément pendant ce film, mais on finit quand même avec un goût un peu amer dans la gorge. Et ce sont des sentiments qui sont totalement absents de la filmographie de l'autre grande figure du studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Miyazaki, c'est l'un des seigneurs de l'animation japonaise par excellence. Tout son univers est onirique, délicat, poétique, les critiques sont beaucoup moins dures, cachées dans les personnages, dans les scénarios. C'est pour ça qu'il est connu pour être à l'origine d'œuvres à la fois à montrer aux enfants, mais également aux parents. L'une de ses plus connues, Princesse Mononoke. Pour moi, ce n'est pas le plus grand chef-d'œuvre de Miyazaki, mais c'est l'un de ses films les plus emblématiques parce qu'il concentre toutes ses thématiques de prédilection. Dans une société japonaise assez inégalitaire, surtout envers les femmes, qui a très confiance dans son industrialisation et dans toute son urbanisation, Miyazaki défend des thèmes complètement opposés. Dans son film, il défend des personnages féminins forts et indépendants, un rapport à la nature fusionnel et une grande cohabitation de l'homme et de son environnement. Mais pour moi, le film de Miyazaki qui fait le plus honneur à ses convictions, il est surtout symbolisé par une petite silhouette bleue qui se balade dans le ciel à bord d'un engin volant assez étrange.
Nausicaa de la vallée du vent. Rien que les sonorités du titre suffisent à vous faire voyager. Nausicaa de la vallée du vent. Nausicaa, c'est une jeune princesse dans un monde en guerre. Elle doit défendre son peuple contre les volontés belliqueuses de ses voisins et surtout contre une forêt toxique dont les monstres assez fétides ne cessent de gagner du terrain et menacent leur survie. C'est difficile d'évoquer en quelques minutes tout le génie du maître Miyazaki, mais même les sujets les plus graves, il arrive à les traiter avec une douceur et une délicatesse qui, je pense, sont aujourd'hui inégalées. Kiki la petite sorcière qui s'émancipe dans la vie en devenant livreuse du haut de son balai, Chihiro égaré dans un pays de rêve à la recherche de ses parents transformés en cochons par une sorcière. Contrairement aux films d'animation occidentaux, il n'y a pas de véritable figure du méchant. Il y a des adversaires, il y a des ennemis, mais aucun n'a cet extrémisme dans la cruauté qu'on peut trouver chez un méchant de chez Disney. Ici, on est considéré comme un personnage relativement malfaisant parce qu'on s'oppose au héros, mais ce n'est finalement qu'un point de vue. Et l'exemple le plus touchant, c'est celui de Dame Eboshi dans Princesse Mononoke. Un regard sans haine. Viens avec moi. Je vais te révéler tous mes secrets. Reste ici, Gonza. Est-ce bien prudent, madame? Remplace-moi, Gonza, ne discute pas. On a là un personnage qui rêve de pouvoir, de puissance, qui cherche à mener une guerre contre les dieux de la forêt, mais qui reste très juste envers ses sujets et qui accueille tous ceux que la société met à l'écart, notamment les lépreux et les prostituées. D'ailleurs, à part Dame Eboshi, qui est un personnage très particulier, la figure du méchant est souvent ridicule. Physiquement, elle est difforme, pleine de défauts, souvent vieille et ridée, ce qui donne finalement lieu à des situations assez cocasses. Attends-moi, attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez défaire le maléfice maintenant? Vous avez retrouvé la mémoire? C'est impossible. Plus que des contes, ce sont de véritables poèmes graphiques, des œuvres pleines d'humour, d'amour et de personnages particulièrement attachants. À l'été 2014, Miyazaki annonce sa retraite, un coup dur pour le studio qui garde quand même son second fondateur. Takahata a accouché l'an dernier du conte de la princesse Kaguya, l'histoire d'un couple de coupeurs de bambou qui se voit confier par les dieux l'éducation d'une enfant née d'une pousse de bambou. Les dessins aquarellés et l'animation tranchent avec les habitudes du studio, mais on y retrouve toute la délicatesse des estampes japonaises de l'époque. Si vous voulez aller un peu plus loin et découvrir un peu plus en profondeur les œuvres du studio Ghibli, les Arts Ludiques accueillent en ce moment une exposition assez belle sur le layout, c'est-à-dire les dessins qui ont préparé la réalisation des films. La muséographie est assez sobre, ce sont surtout des centaines de dessins apposés les uns à côté des autres, mais qui vont permettre aux amateurs de découvrir leurs films préférés sous un autre angle. Quant à moi, je vais vous laisser, je retourne au cinéma pour voir le dernier film sorti, Les Souvenirs de Marnie, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de Mangart, qui va traiter d'un sujet complètement différent, quoique imaginaire, les ninjas de Naruto. Can you take me home?